24 mai 1945, dans la tour de contrôle de l'aérodrome de Yongta à Okinawa, le lieutenant du corps des Marines Maynard Kelly suivait un énième bombardier ennemi à travers ses jumelles. Mais celui-ci ne grimpait pas comme les autres. Il descendait rapidement, hélice silencieuse, nez pointé directement vers sa position. Le pilote marmonna dans sa barbe. Le bombardier s'écrasa sur le tarmac à seulement 100 yards de distance, le métal hurlant contre le béton, des gerbes d'étincelles jaillissant dans l'obscurité. L'appareil glissa dans un arrêt brutal, trop contrôlé pour être un accident. Avant que Kelly ne puisse crier un avertissement, les portes s'ouvrirent violemment. Des épaves, des silhouettes sombres sortirent une par une. Ce n'était pas un équipage étourdi par l'impact, mais des hommes lourdement armés. 10, peut-être 12. Fusils déjà levés, se déployant à travers la piste en formation pratiquée, se déplaçant rapidement et exposés, sans pensée de couverture ou de retraite. Choqué, Kelly attrapa son arme de poing, alors que la réalisation le frappait comme un coup physique. Ce n'était pas un crash, c'était un assaut. Au printemps de 1945, avec Iwo Jima sécurisé et les équipages de bombardiers enfin à portée de Tokyo, les États-Unis avaient un dernier obstacle à franchir, Okinawa. La plus grande île de la chaîne Ryukyu se trouvait à seulement 340 miles de Kyushu, l'île principale la plus au sud du Japon. Elle offrait des aérodromes, des mouillages et une base de départ pour l'assaut final sur l'Empire. Alors que l'aube se levait le dimanche de Pâques, le 1er avril 1945, avec l'opération Iceberg en plein mouvement, une flotte de plus de 1300 navires s'étendait sur 40 miles de côte, tous dirigés vers Okinawa. Depuis les ponts des transports de troupes, des embarcations de débarquement remplies de 60 000 soldats américains se déployèrent vers le rivage. Une fois dans le sable, la 10e armée des États-Unis avança en 2 poussées. Au sud, les 7e et 96e divisions d'infanterie sautèrent de leurs embarcations de débarquement, tandis qu'au nord, les 1re et 6e divisions de Marines avançaient rapidement vers l'intérieur. Leurs armes étaient prêtes pour la bataille, mais alors qu'ils progressaient, ils ne trouvèrent que le silence. L'ennemi, semblait-il, avait disparu. Vers la mi-matinée, les chars et l'équipement roulaient à terre devant des positions japonaises abandonnées. Le combat de plage attendu s'était évaporé, et maintenant, les commandants marquaient leurs cartes avec des avancées rapides, tandis que les officiers du renseignement interrogeaient des habitants effrayés et perplexes. À midi, les hommes de la 1re division de Marines pouvaient enfin voir leur objectif au loin, l'aérodrome de Yontan. À moins d'1 mile à l'intérieur des terres depuis les plages de Haguchi, l'aérodrome de Yontan avait 2 pistes parallèles qui s'étendaient sur près de 5000 pieds chacune, flanquées de revêtements, de baies de réparation et de hangars dispersés. Construit par les Japonais l'année précédente, les Américains étaient sur le point d'en faire l'un de leurs terrains de rassemblement les plus cruciaux. Les équipes de construction arrivèrent alors, rafistolant les pistes et marquant les lignes de roulement. Quelques heures seulement après avoir dégagé le chemin, des F-4U Corsair des porte-avions d'escorte USS Sitco Bay et USS Breton firent leur entrée dans un rugissement, avec 80 des 109 appareils prêts au combat en quelques minutes et une patrouille aérienne de combat complète en vol au coucher du soleil. Avec la tombée du soir, l'aérodrome voisin de Kadena était également entre les mains américaines. Moins de 300 Américains étaient morts en prenant les 2 terrains, un début au débarquement d'Okinawa si fluide qu'il semblait presque irréel. Mais ce n'était pas de la chance, c'était un piège en règle. Juste au sud de la tête de pont, là où le terrain de l'île s'élevait en crête abrupte et collines boisées, l'armée du général Mitsuru Ushijima, composée de 100 000 hommes, était positionnée dans une défense en couche à travers les hauteurs calcaires du sud d'Okinawa. Ici, dans ce que les Américains appelleraient bientôt la ligne Shuri, les Japonais n'avaient qu'un seul but, ralentir l'avance, quel qu'en soit le coût. En mer, les cieux au-dessus de la flotte américaine se transformaient en champs de bataille. Le 6 avril,
Vague après vague de 355 avions japonais, beaucoup d'entre eux des kamikazes, se jetèrent de plein fouet sur les destroyers de piquetage, les navires de munitions et les transports de troupes. Le Japon sacrifiait maintenant des pilotes pour tenir l'île, mais ce n'était que le commencement. Le haut commandement préparait l'envoi d'une arme beaucoup plus chirurgicale. Des commandos entraînés pour frapper au cœur des aérodromes alliés et dont on n'attendait pas le retour. Des mois auparavant, alors que la situation se détériorait à travers le Pacifique, l'armée impériale japonaise forma une nouvelle unité, Jiretsu Kuteitai. Traduit en français par parachutiste héroïque, cette équipe commando aéroportée était une tentative désespérée pour essayer de réduire les raids de bombardement alliés sur les îles principales japonaises. Commandé par le général de division Michio Sugahara, le Jiretsu Kuteitai était composé de volontaires, la plupart d'entre eux vétérans de combat, entraînés non pour la défense, mais pour des missions de sabotage par insertion, loin derrière les lignes ennemies. Les opérations se dérouleraient pendant la nuit, commençant par des frappes de bombardiers pour créer le chaos initial. Ensuite venaient les commandos, descendant silencieusement en parachute lorsque possible, ou écrasant leur transport directement sur les pistes ennemies. Une fois au sol, ces guerriers d'élite avaient pour ordre de couper les conduites de carburant, de placer des explosifs sur les avions garés, de sectionner les câbles de communication et de détruire les opérations aériennes alliées de l'intérieur. Leur entraînement strict reflétait ces objectifs. Des exercices sans fin sur le placement d'explosifs, des techniques d'infiltration nocturne et des schémas d'assaut rapides sur des maquettes d'aérodromes. Mais les briefings de mission du Jiretsu Kuteitai contenaient une omission flagrante, les plans d'extraction. Conformément à la doctrine militaire impériale, qui rejetait la reddition comme option, les opérations des parachutistes héroïques étaient conçues comme des missions à sens unique. Il n'y aurait pas d'avion de sauvetage, pas d'équipe de renfort, pas de stratégie d'évacuation. Chaque commando comprenait que, comme leurs homologues kamikazes dans les airs, ces hommes devaient accomplir leur objectif sans considération pour leur survie personnelle. Leur première mission était une attaque sur l'aérodrome d'Aslito à Saipan, dans les îles Mariannes, prévue pour la veille de Noël 1944, mais fut annulée après que des raids américains eurent endommagé les aérodromes de ravitaillement prévus sur Iwo Jima. Les opérations ultérieures ciblant les aérodromes capturés furent également abandonnées, alors que les forces alliées continuaient leur avance à travers le Pacifique. Pendant des mois, les commandos du Jiretsu Kuteitai restèrent cloués au sol, armés, entraînés et en attente. Alors, quand le dimanche de Pâques amena des bombardiers américains volant depuis Okinawa, ils avaient leur cible et leur chance de faire basculer le combat en faveur du Japon. Tout au long d'avril, les effectifs des groupes d'aviation marine passèrent d'une modeste patrouille à un bouclier aérien constant, lançant plus de 3500 sorties depuis Yontan et le proche Kadena ce mois-là, revendiquant 143 avions ennemis dans des combats aériens au-dessus de l'île assiégée. Vers la fin mai, près de 2 mois après l'invasion, Yontan était devenu un centre opérationnel vital pour la campagne américaine à Okinawa, avec les F-4U Corsair rugissant le long des pistes, les chasseurs de nuit F-6F Hellcat patrouillant la nuit, les transports R-5C Commando arrivant chargés de fournitures et repartant transportant des blessés, et les PB-4Y2 Privateer lançant une patrouille après l'autre au-dessus de l'eau libre. En arrière-plan, des camions de carburant déplaçaient des barils massifs de pétrole précieux entre les zones de stationnement. Les équipes de munitions roulaient des bombes hors des tentes d'approvisionnement. Les contrôleurs de Marines suivaient les vols entrants depuis les tours de contrôle et géraient la ruée sortante. Comparé au chaos plus au sud près de Shuri, Yontan semblait stable et sûr, presque comme si la guerre se passait ailleurs. Mais malgré l'activité 24 heures sur 24, l'aérodrome n'était pas bien gardé, et le haut commandement japonais se préparait déjà à le prouver. Alors que le général Mitsuru Ushijima, commandant de la 32e armée japonaise, préparait le retrait des restes de la ligne Shuri en effondrement,
il contacta le général de division Michio Sugahara du Giretsuku Taitai pour une frappe sur cet aérodrome même, afin de créer une diversion pour ses troupes en retraite. Maintenant, pour la première fois depuis leur formation, la force de sabotage aéroportée d'élite qui s'était entraînée pendant des mois sans se déployer avait sa première cible opérationnelle. Sous la direction du capitaine Nishiru Okuyama, la force de raid fut transférée de Nishitsukuba, au nord-est de Tokyo, jusqu'à Kumamoto pour les préparatifs finaux. Une fois là-bas, maintenant plus proche que jamais d'Okinawa, le service aérien de l'armée impériale japonaise leur fournit 12 bombardiers Mitsubishi Ki-21 Sally, débarrassés de leurs armes et modifiés avec des sorties supplémentaires pour un déploiement rapide. Chaque appareil transporterait une petite équipe Jiretsu, environ une douzaine d'hommes, avec des armes, des explosifs et des charges incendiaires. Le plan était direct. Voler bas au-dessus de la mer, s'écraser ou débarquer à Yongtan et détruire autant d'avions et de réserves de carburant que possible, tout en sachant qu'ils ne quitteraient jamais la piste vivants. Bien que la frappe fût prévue pour la nuit du 23 mai, le temps au-dessus d'Okinawa força un retard de 24 heures. Finalement, juste après le coucher du soleil le 24 mai, une douzaine de bombardiers Sally décollèrent de l'aérodrome de Kengun et commencèrent le vol de 4 heures vers Okinawa, 8 d'entre eux destinés à Yongtan et 4 au proche Kadena. Aux commandes se trouvaient les pilotes du 3e escadron de vol indépendant, dirigé par le capitaine Chuichi Suabe, qui avait clairement fait comprendre à ses hommes qu'il n'y aurait pas de retour. Dans les soutes à fret, les commandos Jiretsu restaient assis en silence, vérifiant leurs armes une dernière fois, chacun d'eux préparé pour une mission à sens unique, au nom de leur pays. Au-dessus des cieux japonais, 4 des Sally, criblés de problèmes de moteur, n'eurent d'autre choix que d'abandonner la mission. Peu après, 3 appareils supplémentaires furent interceptés avec succès et abattus par des chasseurs de nuit américains en route vers Okinawa. Mais 5 étaient déjà en chemin, prêts comme jamais. Et à l'aérodrome de Yongtan, la soirée se déroulait comme d'habitude. Tout le monde, béatement inconscient que leur nuit routinière était sur le point de se briser en 1000 morceaux. La nuit du 24 mai 1945, le premier lieutenant du corps des Marines des États-Unis, Maynard Kelly, se retrouva posté dans la position la plus exposée de l'aérodrome de Yongtan, la tour radio qui surplombait l'ensemble du complexe. Ce soir-là, le jeune homme de 22 ans, affecté à l'escadron de chasse marine 533, servait en rotation d'officier de service aux côtés du sergent Leroy D. Hall, l'opérateur de tour de la soirée, et du sergent Robert N. Dietrich. Ensemble, les 3 Marines géraient le centre névralgique de l'aérodrome, coordination du trafic, enregistrement des mouvements d'avion et transmission des mises à jour au commandement de groupe. Un travail plutôt banal pour un pilote de chasse comme Kelly, qui avait hâte de retourner dans le cockpit. Vers 21h, un duo de bombardiers ennemis passa au-dessus du terrain, à haute altitude, larguant leur charge utile avant de disparaître dans l'obscurité, bien au-delà de la portée du tir anti-aérien américain. Depuis son perchoir dans la tour, Kelly les regarda s'échapper avec une frustration visible et s'exclama qu'il donnerait $50 pour être là-haut et pouvoir tirer sur ces types. Au cours de l'heure suivante, d'autres bombardiers apparurent sporadiquement, certains larguant des munitions, d'autres sondant simplement les défenses avant de s'évanouir dans la nuit. Ce que personne dans l'aérodrome de Yongtan ne savait, c'est que ces raids à haute altitude n'étaient qu'une diversion, et le mouvement d'ouverture dans un plan beaucoup plus vaste. Puis, juste après 22 heures, 3 autres appareils ennemis apparurent, cette fois descendant directement vers l'aérodrome. Maintenant exalté par le frisson de la bataille, la voix de Kelly s'éleva avec anticipation, déclarant que la mise venait d'augmenter et qu'il donnerait $75 pour être là-haut en ce moment même. Il n'aurait pas à attendre mon temps. À 22h30, les batteries antiaériennes éclatèrent à nouveau.
Les traceurs rouges vifs du système tranchèrent le ciel nocturne, hurlant juste au-dessus et forçant Hall, Kelly et Dietrich à se jeter derrière les sacs de sable qui bordaient le pont d'observation de la tour. Quelque part là-bas, les hommes savaient qu'un avion ennemi approchait rapidement et bas, mais dans la nuit sans lune, il restait invisible. Sans avertissement, un bombardier japonais touché par des obus américains se désintégra dans une explosion massive et catastrophique. L'appareil fonçait vers la piste nord-sud, à peine à la hauteur des arbres, quand les artilleurs anti-aériens trouvèrent leur marque et le transformèrent en métal brûlant, ses débris tordus éparpillés sur le sol, à seulement quelques centaines de yards de la tour, si près des 3 Marines accroupis qu'ils pouvaient le sentir. Avant que le trio ne puisse même commencer le protocole d'urgence standard, ils entendirent encore plus de tirs anti-aériens, visant une autre cible basse, juste à l'est du terrain. C'était clairement visible. C'était un deuxième bombardier Sally bimoteur, utilisant la lueur orange projetée par l'épave en feu du premier modèle, approchant maintenant l'aérodrome. Le lieutenant Kelly cria, demandant ce qui se passait. Alors qu'il glissait à travers la fusillade de tirs américains, le pilote ennemi coupa les moteurs de son Sally et descendit vers l'aérodrome et toucha durement la piste nord-est-sud-ouest, son ventre raclant le tarmac dans une pluie d'étincelles, avant de glisser dans un arrêt violent à seulement 100 yards de la tour de contrôle. Pensant que certains membres de l'équipage pourraient encore être en vie, Kelly se leva du sol et attrapa les jumelles de campagne. À travers elles, il pouvait voir 6 à 8 silhouettes armées sortant des portes ouvertes de l'avion, et la réalité le frappa comme un coup physique. L'aérodrome de Yontan était attaqué. Regardant les commandos ennemis à peine la longueur d'un terrain de football de là où il se tenait, quelque chose changea à l'intérieur de Maynard Kelly. Sans réfléchir à 2 fois, le jeune pilote laissa tomber ses jumelles et arracha son revolver de service calibre 38 de son étui. Sans temps pour dire au revoir à ses camarades, le courageux pilote descendit l'échelle en rappel et toucha le sol en courant, sprintant vers une Jeep proche, déterminé à rencontrer ses envahisseurs face à face. D'en haut, Hall le suivit des yeux, puis se retourna vers la piste d'atterrissage. Attrapant sa propre paire de jumelles, le jeune homme les braqua sur le même bombardier et regarda des hommes supplémentaires glisser du côté aveugle de l'appareil et se laisser tomber en position de combat accroupi. Essayant de les devancer, le sergent cria aussi fort qu'il le pouvait à un groupe de Marines proches qui venaient de sortir en trébuchant des abris voisins, alertés et étourdis par les explosions et le tir anti-aérien. Écoutant ses instructions, ils attrapèrent leurs fusils et se précipitèrent vers des positions de tir le long de la route qui bordait l'aérodrome. D'autres Marines, pris complètement au dépourvu, plongèrent pour se mettre à couvert sous la tour de contrôle, alors que le feu ennemi commençait à ricocher sur les structures métalliques. Maintenant, avec tous au sol, les 10 à 12 commandos japonais, faisant partie de l'élite Jiretsu Kuteitai, se déployèrent finalement en formation pratiquée et commencèrent leur avance vers les rangées d'avions américains garés à travers la piste. Les attaquants ne perdirent pas de temps, lançant des grenades et plaquant des charges incendiaires sur les fuselages d'avions, alors que le chaos éclatait parmi les équipes de maintenance et le personnel de service qui se trouvèrent piégés au milieu d'un champ de bataille qui s'était matérialisé autour d'eux en quelques secondes. Les Japonais commencèrent à ramper vers l'avant, tirant avec leurs mitraillettes et fusils en rafale, certains visant les avions, d'autres dirigeant le feu vers la tour de contrôle. D'en haut, Dietrich et Hall regardèrent avec horreur plusieurs commandos ennemis se tourner directement vers la Jeep de Kelly, arme pointée droit sur lui. Ils crièrent au lieutenant de revenir, mais leurs voix furent perdues dans la mêlée des coups de feu et des explosions. Un des avions américains touché par des charges incendiaires japonaises éclata dans une boule de feu massive. L'explosion fleurit directement devant la Jeep de Kelly. L'onde de choc et la chaleur brûlante arrêtant l'avance du véhicule. Sans hésitation, le pilote américain sauta du siège conducteur
et commença à sprinter vers la tour, déterminé à atteindre l'équipement radio et alerter son escadron entier par téléphone. Au total, 69 corps japonais furent récupérés et enterrés sur l'aérodrome après le raid. Aucun prisonnier ne fut pris. Les Marines fouillèrent méticuleusement chaque recoin du terrain, inspectant les épaves fumantes et les hangars endommagés, cherchant des survivants ou des explosifs non déclenchés. L'odeur de carburant brûlé et de cordite imprégnait l'air, tandis que les équipes médicales évacuaient les blessés et identifiaient les morts. Ce que les forces américaines ne savaient pas, c'est qu'un membre du groupe de raid avait survécu à la nuit. Alors que ses camarades tombaient un par un sous le feu concentré des Marines, ce commando unique avait réussi à s'échapper dans l'obscurité, rampant au-delà du périmètre de l'aérodrome et disparaissant dans la jungle dense d'Okinawa. Caché dans la végétation épaisse, blessé et épuisé, il commença un voyage périlleux à travers le champ de bataille qui lui prendrait près de 3 semaines pour se terminer. Chaque nuit, il se déplaçait prudemment à travers le territoire contrôlé par les Américains, évitant les patrouilles, subsistant avec des rations minimales et l'eau trouvée dans les ruisseaux. Chaque jour, il se cachait dans des grottes ou sous la végétation, écoutant le grondement constant de l'artillerie et le rugissement des avions au-dessus de sa tête. Le 12 juin, affaibli mais vivant, il atteignit finalement le quartier général de la 32e armée japonaise dans les hauteurs du sud, portant avec lui le seul compte-rendu de première main de la première et dernière mission du Jiretsu Kuteitai. Dans la semaine qui suivit le raid, les avions endommagés furent dégagés du terrain et remplacés par de nouveaux appareils arrivant des porte-avions et des bases arrières. Les équipes de construction travaillèrent jour et nuit, rafistolant les pistes criblées de trous, remplaçant les câbles de communication sectionnés et reconstruisant les structures endommagées. L'aérodrome de Yontan était de nouveau à pleine capacité opérationnelle en moins de 7 jours. Mais tout ce qui concernait sa sécurité changea radicalement. Les rotations de patrouilles furent étendues et renforcées, avec des gardes armés stationnés à chaque point d'entrée 24 heures sur 24. Des projecteurs supplémentaires furent installés autour du périmètre, des mitrailleuses lourdes positionnées à intervalles réguliers et des équipes de réaction rapide maintenues en alerte constante. Plus jamais un ennemi ne pourrait simplement atterrir sur leur piste. Pendant ce temps, le reste d'Okinawa brûlait avec une intensité féroce. Au sud, tout autour de la ligne Shuri, l'artillerie aplanissait des collines entières, transformant le paysage en un désert lunaire de cratères et de débris. L'infanterie combattait maison par maison, à travers des villages pris dans les tirs croisés, chaque structure devenant une forteresse miniature, défendue jusqu'à la mort. Les pertes des deux côtés augmentaient quotidiennement, les hôpitaux de campagne débordaient de blessés, et les cimetières temporaires s'agrandissaient sans cesse. Les Japonais nommèrent cette phase de la bataille Tetsu no Bofu, le typhon d'acier, pour la tempête d'obus, de bombes et de balles qui balayait l'île sans pause ni répit. Chaque mètre de terrain était contesté, chaque position défendue avec un fanatisme désespéré. Malgré la résolution rapide et les lourdes pertes, les planificateurs japonais considérèrent l'attaque de Yontan comme un succès tactique remarquable. Elle prouva qu'une petite unité aéroportée pouvait frapper les Américains là où cela faisait mal, pénétrant leur défense et semant le chaos au cœur de leurs opérations. Encouragés par ces résultats, ils commencèrent immédiatement à organiser un second raid encore plus ambitieux, l'opération Ken-Go, visant les bases de superforteresses B-29 dans les îles Mariannes. Cette fois, au lieu de 136 Giretsu Kuteitai, l'objectif était d'utiliser près de 1000 commandos kamikazes dans une vague d'assaut coordonnée qui paralyserait les bombardements stratégiques américains. Mais avant que tout cela ne puisse se concrétiser, le 9 août 1945, un type différent d'histoire toucha la piste de Yontan. Tard ce matin-là, le bombardier B-29 portant le nom de code Boxcar
son fuselage argenté brillant sous le soleil implacable du Pacifique, roula jusqu'à un arrêt sur le tarmac même où, moins de 3 mois auparavant, des commandos japonais étaient morts en combattant. L'appareil venait de livrer la 2e bombe atomique à Nagasaki, un champignon de destruction qui rendait instantanément les opérations Ken-Go et toute résistance future complètement obsolète. Quant au premier lieutenant Maynard Kelly, ses actions ne passèrent pas inaperçues. Les rapports après action détaillant sa défense héroïque du terrain, son sprint courageux sous le feu ennemi et son sacrifice ultime pour allumer le projecteur qui sauva d'innombrables vies conduisirent à une Navy Cross posthume, la 2e plus haute décoration militaire américaine, honorant l'homme qui donna sa vie sur un aérodrome oublié lors d'une nuit où des commandos tombèrent du ciel pour la première et dernière fois. Aimez cette vidéo si vous avez apprécié cette histoire incroyable du courage de Maynard Kelly. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur ce raid audacieux et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits fascinants de la Seconde Guerre mondiale.